Le premier facteur clé, c'est de savoir est-ce que tu règles vraiment un problème. Si tu fais un produit qui est 10% mieux qu'un produit concurrent, les gens ont pris des habitudes et qu'ils savent toujours ce qu'ils vont perdre et jamais ce qu'ils vont gagner au changement. Donc de se dire à quel point je résous un problème, à quel point ce problème est important et à quel point les gens vont avoir envie de pousser la porte pour pouvoir rentrer. Parce que le premier risque pour un produit, c'est que personne ne l'utilise. Je dirais que le pire, ça a été l'échec de ma première boîte. De penser que tu résolvais un vrai problème, qu'il y avait une vraie valeur, mais simplement que les gens qui étaient les utilisateurs n'étaient pas prêts à ce changement-là. Bienvenue sur l'Entrepreneur en vous, le podcast où vous allez découvrir comment démarrer et développer votre propre aventure entrepreneuriale. Je suis votre hôte Nayer Saïdan et dans ce podcast, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des freelances, des auteurs et des gens inspirants qui ont su construire et profiter de la vie dont ils ont toujours rêvé. Aujourd'hui, je reçois Fabrice Desmazeries. Fabrice est évangéliste produit et growth et fondateur de la ProductConf. Fabrice partage avec nous son parcours entrepreneurial depuis ses débuts, le crash de sa première startup, mais aussi la réussite et la revente de ses 2 startups à Havas et à la NASA. Dans cet épisode du podcast, vous allez découvrir comment Fabrice a réussi à rebondir après son premier échec, le secret de la réussite de sa 2e startup, comment il a créé Innercode et comment il l'a revendu à la NASA. Pourquoi il a repris un poste de salarié après avoir revendu sa startup? Quels sont les facteurs clés pour réussir à créer un produit numérique? Et le métier du product manager et du product owner. Vous pouvez accéder à l'ensemble des liens à la retranscription de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'URL suivante envou.co/19, le chiffre 19. J'ai aussi mis en ligne un récap des étapes indispensables pour créer un produit numérique qui cartonne. Vous pouvez y accéder en vous rendant sur envou.co/formation. Réveille l'entrepreneur qui est en toi, épisode numéro 19. Un maniaque du produit, ce Fabrice. Fabrice, est-ce que tu es prêt à nous révéler l'entrepreneur qui est en toi? Oui, je vais essayer en tout cas. Excellent. Aujourd'hui, j'accueille Fabrice Desmazeries. Fabrice est, tenez-vous bien, évangéliste produit et growth, fondateur de plusieurs startups, dont 2 qu'il a vendues à Havas et à la NASA, business angel et fondateur de la ProductConf. C'est ça. Excellent. Fabrice, avant de parler de tes business actuels et de la ProductConf, j'aimerais qu'on remonte le temps et qu'on s'intéresse un peu à ton parcours personnel. Est-ce que tu te rappelles du tout premier projet ou business que tu as fait? Le tout premier projet, c'était pas un business. J'étais en 6e, pour te dire quand ça remonte, et je voulais absolument créer une association écologiste, si tu veux. Et cette espèce d'épiphanie à cet âge-là, où tu te dis quand même que les adultes font n'importe quoi. Et je l'avais appelé Génération Écologie. Alors j'étais le président, secrétaire, trésorier et membre unique de mon association. Et ils ont repiqué mon nom derrière, j'aurais dû le déposer, j'aurais peut-être fait de l'argent. Mais voilà, c'était mon premier projet qui a pas donné grand-chose pour être franc. D'accord. Fabrice, après tes études, tu t'es tourné rapidement vers l'entrepreneuriat. Ouais. Pourquoi avoir choisi cette voie? Par hasard. En fait, j'ai arrêté mes études. Donc, je faisais du droit et de l'anglais. Et je trouvais pas beaucoup de sens dans ce que je faisais. Je voyais tout à fait ce que ça pouvait donner en termes de carrière. J'avais des gens autour de moi qui étaient dans le juridique de façon générale. Mais il y avait rien qui résonnait, si tu veux. Et je suis parti faire un stage à ce moment-là pour comprendre un peu plus ce que c'était qu'être potentiellement avocat. J'ai réussi à avoir un stage dans le plus gros cabinet d'avocats du monde qui s'appelle Baker McKenzie. Et j'ai pas du tout découvert que je voulais être avocat. Non, vraiment pas du tout. J'ai surtout découvert qu'il stockait énormément de papier, que finalement le papier avait un énorme rôle encore aujourd'hui. Il y avait quand même quelque chose à faire et j'étais déjà assez geek, faut l'avouer. Il dit, il y a quelque chose à faire sur la gestion documentaire, il y a quelque chose à faire pour éviter que certains papiers, par exemple, n'arrivent pas à temps. Et l'idée, c'était de dire, attends, si on devient l'acteur principal de la documentation dans ce type de cabinet d'avocats, est-ce qu'on pourrait pas faire de l'échange électronique de documents et donc de la signature électronique? Et on pourrait même reconnaître le type de document. Ah, et on était en 2002, autant te dire que technologiquement, on était loin de pouvoir faire ça, et sauf que moi je le savais pas, j'avais fait du droit, donc autant te dire que la partie tech, si tu veux, je voyais tout à fait ce que pouvait donner la tech, de comprendre les limites de la tech à l'époque, je n'avais pas forcément cette culture-là, et pour ça qu'on a lancé cette première boîte. Je suis allé voir des gens moi j'étais à Cergy-Pontoise, à la fac, je suis allé voir des gens de l'IUT qui venaient de finir leurs études en disant ça vous dirait pas de monter une boîte en 2002, donc après le crack, un moment où personne parlait de start-up, où on n'avait aucun argent pour les startups. Il y avait 2-3 incubateurs qui se battaient en duel avec des gens qui n'avaient jamais monté de boîte. Donc on y allait, si tu veux, avec beaucoup d'innocence, peut-être un peu trop, et on s'est complètement viandé. Voilà. Il paraît que c'est comme ça qu'on apprend. Ça, bon, j'ai appris. Pas de problème. Et comment on rebondit, justement?
On rebondit en faisant un bilan. J'ai fait le bilan des erreurs que j'ai faites, j'ai mis un petit peu de temps, surtout quand t'as ces âges-là. En 2002, moi j'avais 21 ans. Donc à 22 ans et demi, on a arrêté la boîte, on a eu cette intelligence. Ça a duré un an et demi. Ouais. On a eu cette intelligence de l'arrêter. Et pourquoi ? Je pense qu'on s'est tous dit que ça valait pas le coup, on a pris les coups sur la tête. Mais on aurait pu tomber amoureux du fait d'être entrepreneur. De pouvoir dire, mais regardez papa, maman, si j'ai arrêté, c'est pour devenir entrepreneur et c'est pas un gâchis. Et on n'est quand même pas encore dans la culture française, dans cette notion d'échec, tout le monde en parle, hein. C'est une des problématiques de l'entrepreneuriat, mais même si philosophiquement on peut en parler, la cellule familiale vis-à-vis de ce genre d'échec, c'est difficile de le justifier. Donc c'est facile de s'enfermer dans le mythe de l'entrepreneur, de celui qui va changer le monde, en sachant que finalement, c'est une fuite en avant parfois. Donc on a eu cette intelligence, je crois, à ce moment-là. Je suis pas sûr qu'on se rendait compte qu'on faisait ça de façon intelligente, hein. On était juste désespérés. Mais a posteriori, c'était une décision plutôt intelligente. Et j'ai eu l'occasion de parler de mon échec à l'ADI. Donc l'ADI, c'est une association qui encourage l'entrepreneuriat, particulièrement auprès des chômeurs. Et je suis venu parler de mon échec. Voilà, je suis venu me parler peut-être pour exorciser les choses, en me disant que j'avais pas compris que il y avait une différence entre celui qui achetait et celui qui utilisait. À l'époque, on parlait peu d'user experience, et c'est quelque chose que j'ai complètement raté de mon côté. J'ai pas compris que les bénéfices pour un CFO d'un cabinet d'avocats n'étaient pas les mêmes que pour un avocat tout court, et que l'avocat, il changeait pas d'habitude s'il voyait pas de bénéfices. Et ça, je l'ai complètement raté. Et je suis venu parler de ça, et à un même événement, il y avait un créateur d'entreprise qui avait créé une agence de com à l'époque, qui venait parler de lui de sa réussite. Il était passé par le chômage et il avait su rebondir. Et mon discours lui a plu et il m'a dit, écoute, moi, je fais du print et de l'événementiel, mais surtout du print. Je vois bien les limites du print aujourd'hui. Je sais que dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura un mouvement de concentration, qu'on risque de disparaître. Et soit je vends maintenant et je pars à Tahiti, soit je me lance dans quelque chose d'autre. J'aime bien ta vision de la technologie. Est-ce que ça te dit que je t'aide à monter finalement un truc spécifique dans la com digitale, qui soit un peu différente? Et ça a été une opportunité. Et bon, j'avais rien d'autre, hein. Donc je me suis dit, allez, on y va. Et ça a été la deuxième boîte qui s'appelait Digital Launch. Alors c'est pas appelé Digital Launch tout de suite, mais sur laquelle on s'est spécialisé dans le lancement digital de produits en mode luxe beauté. Donc pas du tout des sites corporate. On était vraiment sur, j'ai vous donné un écran digital à la hauteur de votre produit. Et on l'a fait de façon itérative, c'est-à-dire qu'on allait présenter des choses à des vrais utilisateurs, on prenait des feedbacks et on itérait, ce qui était totalement nouveau dans la com à l'époque, puisque la plupart des agences de com vendaient du rêve et des concepts, nous on vendait des choses qui marchaient. Et c'est ça qui a fait qu'on a réussi à se développer et à vendre la boîte à Havas en 2007. D'accord. Et on se base sur quoi pour mettre en avant un produit dans le monde du luxe à ce moment-là? Il faut réussir à penser à ce qu'on appelle l'illusion de propriété. L'illusion de propriété, c'est faire que les gens se projettent dans l'utilisation d'un objet ou d'un service alors qu'ils ne l'ont pas encore. C'est ce que font très très bien des gens comme Apple quand ils te vendent une expérience. Ils te vendent jamais du hardware. Ils ont toujours vendu de l'expérience. Depuis la pub 1984, qui est la plus connue, ils n'ont même pas montré de produit, ils ont montré une façon de vivre. Tu as la même chose sur les vacances. Tu as la même chose sur Airbnb. Pourquoi on se projette plus dans un appartement, par exemple, qu'un autre? C'est souvent les photos qui font la différence. C'est comme ça, il y a une grande histoire sur du product growth sur les photos d'Airbnb, les photos professionnelles prises, mais tu vas sur seloger.com, tu vois 2 appartements, c'est les mêmes, les photos donnent l'impression que c'est pas du tout le même, parce qu'il y en a un qui est magnifiquement pris, l'autre il est pris un jour de novembre à contre-jour avec un salon qui est pas rangé, tu vois. Ça fait toute la différence. Et donc le but, c'est d'arriver à se projeter et d'essayer de créer cette interaction de façon la plus réaliste possible. Donc plutôt que d'avoir une photo d'un produit, si on peut faire comme si on le manipulait, si on peut voir le résultat, forcément ça a plus d'impact parce que tu t'imagines plus en propriété de l'objet. C'est comme ça qu'on a beaucoup joué, si tu veux. Et c'est vrai que cette approche-là, je pense que beaucoup de gens de la pub comprennent le concept, mais savent pas l'utiliser en digital. Et donc c'est essentiellement là-dessus qu'on a fait notre croissance. D'accord. Et après cette vente, justement, qu'est-ce qu'on fait? On déprime de nouveau ou on repart en vacances? Ça a été les vacances, je sais jamais trop su ce que c'était. J'ai beaucoup de mal à prendre des vacances. Ma DRH me tape dessus à chaque fois parce que je prends pas assez de vacances. En fait, il y a eu un double mouvement. Quand tu es entrepreneur aussi jeune, tu développes quelque chose que tout le monde connaît qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Quand j'ai vendu la deuxième boîte, on a vendu la totalité de la structure, donc Digital Launch et la partie print. Ça a été une opportunité, à l'époque-là c'était via Euro RSCG, mais c'est le groupe Havas qui cherchait à se renforcer sur le digital. Et ils ont beaucoup fait d'acquisitions externes. Je savais que j'avais pas ma place chez Havas derrière.
Clairement, je voyais pas. Et ils m'ont dit clairement d'ailleurs, on sait pas trop où on te mettrait. Soit tu prends un gros chèque, soit tu prends un plus petit chèque. On te garde, mais toi-même tu vas partir. On va être très franc. Tu trouveras pas ta place. Et ce syndrome de l'imposteur, il s'est développé parce que je me suis retrouvé à gérer plusieurs personnes, à être manager, à avoir des concepts qui fonctionnaient sans forcément comprendre pourquoi. Donc j'ai beaucoup lu, je me suis énormément documenté sur l'UX à la base aussi, déjà à l'époque, mais vraiment tout c'est parfois des biais cognitifs sur lesquels on jouait et des limites de ce qu'on avait le droit de faire. On va revenir au côté écolo, éthique, tout ça, mais ça revient un peu à ça, si tu veux. Et il y a eu ce côté de se dire, en fait, je sais pas ce que je fais. Je le fais, si tu veux, mais je sais pas pourquoi ça marche. Donc je ne sais pas ce qui fait que je m'améliore avec le temps. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de formaliser les choses. Et dans mon idée, c'était, maintenant que j'ai vendu, j'ai un peu de temps, reprenons des études. J'avais arrêté au Doug à l'époque, licence 2 pour les plus jeunes qui nous écoutent. Et je me dis, maintenant il me faut une licence 3. La réforme était passée et ça va m'ouvrir des possibilités. Donc j'ai repris des études de droit à distance. À l'époque, j'ai eu ma licence de droit. Du UX ou autre chose. De droit parce que j'avais déjà mon Doug. Et je voulais pas repartir de zéro. Je voulais repartir avec la possibilité d'avoir une passerelle. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant formaliser les pratiques du côté juridique, ça me sera toujours utile, ça l'est toujours, quand j'ai acheté mon appartement, mon banquier s'en souvient, et je me suis dit, à partir du moment où j'ai ma licence, je peux faire ce que je veux d'une certaine façon. Et donc j'ai passé des concours. J'avais peu de temps, parce qu'on était en train de vendre la boîte, et donc j'ai trouvé des concours, je me suis dit, qu'est-ce qui va m'apporter le plus de formalisation? Il n'y avait pas vraiment de cours du X à l'époque, c'était des cours de design, mais j'étais pas designer, j'avais pas forcément ce qu'il fallait de base, et donc je me suis dit, le commerce. Et donc j'ai passé des concours d'école de commerce. J'en ai fait pas beaucoup parce que j'avais pas le temps et je voulais absolument travailler. Donc j'ai choisi les écoles qui me permettaient d'être apprenti. Et donc j'ai signé mon contrat d'apprentissage justement vers 26 ans chez IBM, qui m'a offert un poste qui était pas du tout un poste d'apprenti, mais ça tombait pas mal. Ils cherchaient quelqu'un. Je parlais anglais, ils cherchaient quelqu'un qui travaille en anglais. Moi, ça me permettait d'avoir mes études en partie payées, d'avoir un salaire et de continuer à bosser et pas de me couper pendant 2 ans et demi. Et donc j'ai signé. Je suis allé faire Sud de Corinth, qui est devenu Neoma depuis. Voilà. D'accord. Ok. Excellent. Et après cette petite parenthèse études? Après cette parenthèse études, on se retrouve début 2010. Je finis mon mémoire que j'ai fait sur le handicap. Et il m'est arrivé quelque chose qui est arrivé à beaucoup de gens, a priori, qui est je me suis fait larguer. Voilà. Je me suis fait larguer par ma copine. Et il y a eu une réaction très épidermique qui est de dire, écoute, je m'en vais. Voilà. C'est peut-être un signal, on est en 2010, je vois pas forcément ce que je peux faire en France. Où est-ce que je pourrais aller? Londres, je parle anglais, j'ai un tout petit peu de famille là-bas. Et je suis parti comme ça sur un coup de tête, si tu veux. Et ça a été un peu par hasard que j'ai rencontré l'associé de ma 3e boîte, Peter, via la chambre économique française là-bas, et qu'on a monté Innercode entre 2010 et 2014. D'accord. Innercode, alors, ça fait quoi, justement? Parce que ça a l'air un peu mystérieux, comme ça. Innercode, c'est complexe si tu commences à creuser la partie scientifique. C'est relativement simple si tu prends le côté usage. Au niveau scientifique, t'as 2 parties, globalement, dans ton système nerveux. T'as un système nerveux central et un système nerveux qu'on appelle autonome. Le système nerveux central, c'est tout ce qui est au niveau de la conscience. Globalement, c'est toutes les décisions que tu vas prendre. Ces décisions-là, elles sont impactées par un truc qui s'appelle le système nerveux autonome, qui est un peu le pilote automatique de ton corps, qui va gérer globalement tout ce qui va être tous les sphincters de ton corps, donc tes valves cardiaques par exemple, mais aussi tout ce qui va être hormones, on va dire neurotransmetteurs. Donc ce qui fait que tu sens stressé, par exemple, c'est parce qu'il y a une émission de cortisol. Ok, c'est aussi bête que ça. Ce qui fait que tu vas vouloir t'attacher à un personnage dans un film, c'est parce que tu émets de l'ocytocine. Tout ça, c'est géré au niveau du système nerveux autonome. Donc le système nerveux autonome, il gère les émotions que ton cerveau va réinterpréter en sentiments. C'est la différence entre l'émotion et le sentiment. L'émotion est physique, le sentiment est psychologique. Dans le système nerveux autonome, tu as évidemment énormément de data, énormément d'informations sur comment fonctionne ton corps au niveau physique et psychologique. Mais par définition, c'est une boîte noire. Il s'appelle autonome parce que justement, il ne va pas venir perturber ton cerveau. En fait, toutes les informations qui sont là-dedans, le cerveau ne les connaît pas. Parce que sinon, ton cerveau exploserait. On a déjà suffisamment de data prise à l'extérieur. Si en plus tu gérais ça, c'est fini. Tu peux plus faire quoi que ce soit. T'as plus de temps de calcul disponible, si tu veux. Ce qui veut dire que si tu arrives à accéder à ces informations-là, du côté médical, par exemple, tu peux gérer la dictologie. Tu peux détecter de l'Alzheimer précoce. Tu peux réussir, par exemple, à savoir si un gamin est psychologiquement incapable de calculer parce qu'il est traumatisé par un prof de maths et qu'en gros, la partie qu'il devrait calculer dans son cerveau est en train de pédaler dans la semoule et il est purement sur de l'émotionnel. D'arriver à aller derrière ça. Tu pourrais
presque savoir ce que ressent un chat ou faire parler un bébé. Parce que tout ça est géré au niveau d'un système qui est inaccessible au cerveau. Si tu le rends accessible, tu peux débloquer tout ça. C'est ça qu'on a fait, en fait. Ça peut paraître bizarre, peut paraître complètement dingue, mais ce système nerveux autonome, il a un impact direct sur le cœur. Il y a une forme de balance entre le cœur et le système nerveux autonome. Chaque micro-changement de rythme au niveau de ton cœur est une information. Si tu veux, les gens parlent de heartbeats en anglais, ça serait à la limite des heartbeats. C'est des bits d'information. Il faut réussir à les décoder. Il faut réussir à faire du pattern matching pour comprendre, entre guillemets, les comportements de ton corps, comment leur donner du sens. Donc tu transformes un signal en data en insight. Et derrière, il faut que ce soit actionnable. La grosse difficulté, c'est presque pas la partie technique, c'est pas facile, mais si tu veux accéder à ces données-là, c'est des changements de rythme cardiaque, on va faire des transfos relativement classiques et on va en tirer un certain nombre de patterns, on fait du pattern matching et on sort des datas qu'on est capable d'interpréter. Ce qui est difficile, c'est d'arriver à trouver le bon marché. En gros, est-ce que tu commences par la santé? Mais la santé, c'est quand même beaucoup de gens qui sont des knowers, c'est des gens qui considèrent qu'ils connaissent déjà suffisamment de choses. Donc ils ont du mal à penser potentiellement qui font quelque chose, pas de mal, mais que pendant des années, ils avaient des informations qu'ils pouvaient penser ne pas accéder ou qui déduisaient, et soudainement tu viens leur dire, mais en fait c'est pas du tout ça. En fait, vous êtes complètement trompé. Dans le sport, ils regardent la moyenne du rythme cardiaque, mais pas les écarts réellement. Donc tu leur dis, tu utilises le cœur, mais en fait t'as rien compris. Alors on le dit pas comme ça, mais c'est comme ça qu'ils le reçoivent. Donc il y a des gens qui ont une hostilité à l'algorithme, qui disent, si tu commences à mesurer, où est-ce que ça va s'arrêter? Ce qui évidemment était très important pour nous, la partie éthique. Tu as des gens qui vont au contraire venir voir leur intérêt là-dedans. On a des gens qui nous ont approchés pour dire, en gros, vous êtes capable de gérer de l'immersion. Oui, on est capable de savoir si tu es en plein état d'immersion, ce qu'on appelle l'état de flow. Ok, on aimerait bien coupler ça avec des jeux vidéo. Je dis, pourquoi pas, c'est intéressant, mais dans quel but? Dans le but de mettre les gens en immersion. Une immersion, c'est un état plaisant, si tu veux. Ah non, on voudrait qu'ils soient addicts. Donc vous êtes en train de me dire que vous voulez que je crée une drogue virtuelle? Non, mais c'est pas ça, mais vous comprenez. Oui, je comprends tout à fait ce que vous voulez faire. D'ailleurs, on va vous dire non tout de suite, parce qu'on a une éthique. Et c'est des gens qui, derrière, nous ont menacés. On a eu des bureaux qui ont été fracturés. On a eu des attaques informatiques. Enfin, c'est un monde dans lequel, effectivement, quand tu ouvres ce genre de boîte de Pandore, tu prends des risques. Et derrière, ce qu'on a beaucoup itéré, on s'est trompé, on a eu des marchés dans lesquels on pensait qu'on avait ce que le Lean Startup apparaît un product market fit, mais on avait qu'un problem solution fit. On avait un intérêt, les gens voyaient ce qu'ils pouvaient en faire, on était sur du diagnostic vital pour des vétérinaires. Et eux, ils voyaient très bien la capacité de dire avant une opération, est-ce que j'opère ou pas? Est-ce que ça vaut le coup d'opérer? Et derrière, si je l'opère, quel est le diagnostic vital? Le problème, c'est qu'ils voyaient l'intérêt pour de la qualité de ce qu'ils faisaient, mais quand tu commençais à creuser en disant, mais finalement, quelle valeur ça a? Et que tu creuses la partie risque. Si vous ne l'avez pas, qu'est-ce qui risque d'arriver? Les gens te disent, mais en fait, si je tue votre chat, vous n'allez pas demander une autopsie. Personne va demander une autopsie. Donc finalement, je risque pas d'être attaqué demain devant les tribunaux. Peut-être aux États-Unis, mais en tout cas pas en France. Donc finalement, je leur donne le moyen d'avoir plus d'informations, mais ça leur apporte pas plus de chiffre d'affaires. Donc en gros, oui, il y a des gens qui pourraient être intéressés par la beauté de l'art, mais t'auras jamais un marché sur lequel tu vas pouvoir te développer. Et donc ça pareil, un gros coup sur la tête. Et ça a été un peu un hasard qui a fait qu'on cherchait des gens capables de faire exactement les capteurs qu'on voulait, qui étaient des capteurs qui étaient suffisamment peu encombrants, avec une capacité de batterie suffisante, et qui ne soient pas gênants. Dans le sens gênant, il y a deux choses dans la partie gênante. Il y a le côté encombrant tout court, mais simplement qu'on puisse l'oublier et en même temps que nous, on soit capable de gommer les artefacts qui sont dus au mouvement. Que ça soit au niveau physique, les frottements potentiels, mais aussi surtout le fait que lorsque tu bouges, ton cœur a un changement d'activité. Nous, fallait qu'on gomme ça un petit peu avec des accéléromètres et gyroscopes et autres pour être capable d'avoir une information qui était fiable, si tu veux. Et c'était compliqué à faire. Et donc, on a fait un peu le tour du monde pour trouver des gens capables de nous faire nos capteurs. On est allé par hasard voir des gens de Philips à Eindhoven. On leur a fait une démonstration avec un jeu vidéo. Et ils ont été sciés et ils nous ont dit, est-ce que ça vous dirait de travailler avec la NASA? Quand on te dit qu'on te dit ça, tu te dis, il se fout de moi le batave là. Ils sont pas connus pour leur humour à la base. Donc tu te dis, bon, il y a un truc. Et en fait, ils avaient travaillé avec la NASA. Ils avaient fait un capteur à l'époque. Et ils nous dit, écoute, ils ont des vraies problématiques au niveau de l'entraînement, parce que l'entraînement n'est jamais réaliste, donc savoir est-ce qu'ils sont dans des vraies conditions, donc est-ce qu'on est capable d'assesser leur capacité. Mais surtout, si on les envoie sur Mars, qui était quand même à l'époque cette volonté-là, on les envoie pour 1 an et demi de voyage, il y a énormément de choses qui se passent dans l'espace. Le problème, c'est qu'ils ont un complexe de super-héros, ces gens-là. Donc ils ont pas de faille. Comment tu arrives à savoir qu'ils sont et physiquement et psychologiquement capables de prendre une décision critique?
Par exemple, se docker sur l'ISS, mais aussi simplement choisir est-ce qu'on va, est-ce qu'on n'y va pas, quel type de choix on va faire, sachant que 1 an et demi de voyage, mais aussi sur Mars, X mois si ils ont besoin d'aide. Tu le vois dans tous les films de science-fiction. Donc dire, est-ce qu'on est capable d'avoir ces informations-là pour l'astronaute et pour le centre de contrôle? Et donc ça a vraiment été sur ces problématiques qu'ils ont dit, on aimerait développer ça ensemble. Est-ce que vous accepteriez, par un montage hyper compliqué, qu'on puisse avoir votre produit? Avec, de l'autre côté, un engagement que si ça donnait quelque chose, il protégerait les données et qu'il permettrait un développement dans d'autres marchés, mais contrôlés. Et c'est là-dessus qu'on a eu cette promesse d'achat qui a duré 1 an de process pour se faire acheter par la NASA. D'accord. Moi, je vais remonter au début de l'aventure, parce que le principe semble vraiment compliqué. Comment vous avez eu l'idée? Alors, il y a eu un mélange. La première idée, elle vient de mon associé. Il a eu un cancer, il a une grosse dizaine d'années maintenant. Et un de ses amis est venu le voir avec un capteur et un bouquin en disant, écoute, j'ai trouvé un truc génial. Je sais pas trop ce qu'on peut en faire, mais vu que mon associé était extrêmement curieux, il m'a dit, au moins ça t'évitera de regarder les mouches voler quand t'es à l'hôpital. Et c'était un capteur de variabilité cardiaque. Et il s'est passionné par le domaine. Il avait son ordinateur, il a commencé à regarder, il y avait 40 000 papiers de recherche, mais c'était des papiers de recherche, c'est-à-dire que c'est des choses totalement inapplicables. Par exemple, de la recherche sur est-ce que tu as mal quand tu t'allonges sur un lit à clous? Ou si tu mets un cheval au milieu d'un terrain de polo, que tu mets 2 personnes à chaque extrémité, il y en a un qui médite, l'autre qui médite pas, est-ce que le cheval va plus vers celui qui médite ou qui médite pas? Autant te dire que ça n'a pas forcément d'application business, hein. Et tu avais de l'autre côté des gens comme Apple, Sony ou Nintendo qui avaient regardé ça dans cette capacité d'adapter les jeux ou de faire de l'identification, mais qui avait pas compris le principe. Et quand il m'a présenté ça parce que ça l'amusait, je lui ai dit, mais attends, t'es en train de me dire qu'il y a un signal que tu dois transformer en data, faire du pattern matching, il connaissait pas forcément, mais faire du pattern matching. Et derrière un défi de trouver des marchés dans lesquels cette information-là, on peut la donner, alors qu'aujourd'hui, personne n'y a accès. Je dis, mais ça s'appelle un produit, c'est une plateforme, en fait, que t'es en train d'imaginer. Et lui, il avait pas du tout imaginé ça comme ça. Il imaginait que pouvoir faire ça dans un marché, qui était à la base, effectivement, la partie de santé, mais plus sur des notions de cohérence cardiaque, donc du biofeedback. Et en fait, moi, ça a été mon côté entrepreneur qui l'attirait vers, mais il faut qu'on en fasse quelque chose. Il faut qu'on en fasse. Donc, il faudrait qu'on ait des développeurs qui gèrent la partie hardware et qui nous sortent le signal et qui le mettent propre et qu'on ait des patterns et puis on pourrait derrière faire accumuler la data, la protéger dans une fondation. En fait, c'est venu assez naturellement parce que on s'est auto-excité intellectuellement, si je puis dire, qu'on est devenu amis. Avec Peter, on a 25 ans d'écart. On n'a pas du tout le même âge. Mais il y a eu une espèce d'alliance intellectuelle entre les deux et on s'est beaucoup retrouvé sur la partie éthique. Lui était extrêmement divergent. Moi, j'avais arrivé à le faire converger. Donc, j'arrivais à le ramener sur Terre. Et c'est ça qui a fait qu'on a réussi à monter la boîte. Ça n'a pas été facile, mais qu'on a réussi à le faire. Et comment vous avez fait? Du coup, vous avez développé le produit, ensuite vous avez cherché le marché? Alors, au début, on avait un petit complexe. Peter n'étant pas médecin, il y avait ce besoin de montrer qu'il comprenait tout ça. Il avait une vraie connaissance heuristique des choses. Et donc, au début, on s'est on a beaucoup cherché, si tu veux, à voir le nombre de variables sur lesquelles on était capable de jouer. Mais la tech est pas suffisante. Donc, moi, assez rapidement, j'ai dit, Peter, sur quel marché tu penses? Non, mais il me faudrait ci, il me faudrait ça. Non. Sur quel marché tu penses qu'on peut faire la différence? Assez naturellement, on s'est dit, si on se concentre sur là où on pourra avoir le plus d'impact, et là on a besoin de légitimité, allons dans la santé. Donc on a tapé aux portes de plein de gens, et on s'est pris cette hostilité. Ce côté de, tu vois, Doctolib, pour un médecin, c'est pas le cœur de l'activité, c'est le cœur du business, mais c'est pas le cœur de l'activité. Donc tu retires un pain qui est de dire, j'en ai marre d'avoir des problématiques de rendez-vous et des gens qui ne les honorent pas, et je me concentre sur ce que je sais faire, qui est soigner les gens. Là, tu arrives directement en frontal vers, je vais t'apprendre à mieux soigner les gens avec de la technologie. Évidemment, si tu veux, toi t'y vas avec un grand sourire, la bouche en cœur, en disant regardez c'est formidable ce qu'on a développé, en disant que tu as le même intérêt qu'un médecin, c'est de soigner les gens. Le problème c'est que oui ils ont un intérêt, mais ils ont aussi de leur côté une légitimité, il y a aussi parfois un syndrome du super-héros, ou du sachant en tout cas, et en fait on a mis du temps à capter qu'on ne pouvait pas se développer là-dedans. Pas en tout cas à court terme, sinon ça nous prendrait des années, et qu'on risquait de s'enfermer dans des applications trop... que ça met 10-15 ans à sortir, et on voulait pouvoir avoir des choses qui marchent, si tu veux. Donc ça a été, en gros, allons voir les marchés, voyons s'il y a un besoin, parce qu'on était finalement plus en tech push. On avait une tech et on cherchait où l'appliquer, comme un Criteo à faire d'une certaine façon, en faisant d'abord des films, puis des boutiques, puis finalement de la publicité. Mais de l'autre côté, on avait cette volonté de dire où est-ce qu'on peut avoir un impact, et pas juste où est-ce qu'on va faire de l'argent.
Donc on a dû faire coïncider les deux. Donc on a fait la santé, ensuite on a fait les chevaux, en disant c'est pas la santé directement dans le sens humain, mais il y a des gens qui ont de l'argent et qui seraient prêts selon nous à investir pour pouvoir développer des choses avec nous. On n'en a pas trouvé. Il y a eu la partie veto, donc là où on s'est essayé de se développer, on a vu qu'il n'y avait pas vraiment de marché. On s'est retrouvé avec tous ces gens qui nous ont approchés dans l'assurance, dans l'entertainment, donc tous ces gens qui derrière nous ont plus ou moins fait comprendre qu'on avait intérêt à travailler avec eux et qui nous ont mis de l'argent sur la table. Il nous a mis 700 000 euros directement sans prise de participation. Donc, faut résister à la tentation en disant, est-ce que c'est en train de me faire aller loin de ma vision? C'est-à-dire, est-ce que ça va me permettre d'aller plus proche de ma vision, qui est le premier élément? Et deuxième chose, est-ce que c'est ma mission ou pas? Et donc on a dit non pour ces raisons-là. Peut-être que ça nous approchait un peu de la vision et d'avoir les éléments technologiques pour le faire, mais au niveau mission, c'était hors de question. Et ça a été par hasard qu'on est tombé sur un entraîneur sportif en Suisse qui utilisait la variabilité cardiaque de façon totalement manuelle et qui nous a donné des contacts d'un mec chez Air France KLM, ancien pilote de Mirage 2000, qui nous a parlé de toute cette partie de prise de décision. Est-ce que t'appuies ou est-ce que t'appuies pas sur le bouton du missile, si tu veux. On est allé travailler avec la Royal Navy, puis on a travaillé avec le RAID en France. Et petit à petit, c'est développer cette notion de prise de décision. En disant, en fait, c'est là qu'on va pouvoir développer quelque chose qui va nous permettre de protéger des gens. Je veux dire, j'appuie ou j'appuie pas sur un missile, ça a quand même un petit impact sur la vie des gens. Et de l'autre côté, de se dire, si on a ça, on peut le mettre derrière sur des CEO, sur des négociateurs. Si on est sur des négociateurs, sur des prises de décision, peut-être qu'on va réussir à se développer sur cette notion d'immersion. En fait, on a vu le côté très capillarité qu'on peut avoir dans les marchés. Et pas enfermement dans la partie santé. Donc ça a été ce petit saut de puce de marché en marché qui a fait qu'on a compris notre valeur et que notre valeur, en fait, elle était multi-marché sur un besoin qui était cette prise de décision. Et comment on finance tout ça? Avec mon argent. C'est bootstrappé. Je critique pas mal le modèle de l'hypercroissance personnellement en disant que c'est un modèle qui est devenu trop majoritaire. En gros, la plupart des venture capitalistes diront c'est pas le seul modèle, c'est simplement le seul modèle dans lequel nous investissons. On n'a pas dit que c'était la seule façon d'exister. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu un marqueur de succès et donc potentiellement le seul marqueur de succès que tu vois aujourd'hui dans les communications autour de la tech. Un peu comme les diplômes peuvent l'être. Donc, on a des mecs de 59 ans qui on rappelle qu'à 23 ans, ils ont eu un diplôme alors que tout le monde s'en fiche, sauf les gens qui effectivement ont eu ce diplôme-là. C'est devenu un peu pareil. Combien de millions tu as levé? Je sais pas que j'ai refusé, c'est que la vente de la boîte en 2007 m'avait donné suffisamment de moyens pour pouvoir investir. Donc j'ai cramé à peu près tout ce que j'ai eu en 2007 et on a partagé cet argent derrière avec, on a donné des parts aux développeurs. Le but c'était que tout le monde soit intéressé et on a eu cette chance de ne pas avoir justement à tenter, alors on l'a été tenté, mais avoir besoin des 700 000 euros de quelqu'un qui voulait qu'on travaille avec lui pour les mauvaises raisons. Et c'est un luxe. De ce côté-là, je dirais pas c'est le seul modèle non plus, mais on a réussi à ne pas avoir besoin de financement externe. Et garder votre éthique finalement. Et après cette revente, alors, est-ce que t'as décidé vraiment de partir en vacances ou pas du tout? Toujours pas. En fait, ça a été compliqué parce que quand tu vends, alors, en dehors du fait que tu dois faire un montage extrêmement complexe, parce qu'on était une boîte anglaise, on travaillait avec Eindhoven qui était en Hollande et avec une agence gouvernementale américaine. Autant te dire que le montage juridique pour réussir à vendre quelque chose est extrêmement compliqué et que même moi, avec ma petite licence de droit, j'ai toujours pas tout compris. Bon, ça a mis un an parce que le budget de la NASA, c'est un budget qui est proposé par le gouvernement des États-Unis au mois de novembre devant le Congrès dit oui ou non. On l'a bien vu avec le shutdown. Et donc en gros, on a raté novembre 2013. Donc on est reparti pour un an dans lequel tu n'as aucun contrôle. Tu ne peux rien faire qui puisse faciliter ou pas la vente. En gros, tu es en statu quo pendant un an. Statu quo avec aucun revenu. Donc en décembre, je suis revenu en France. Il fallait que je retrouve un boulot. C'est-à-dire qu'ils ont déjà pris le produit? Ils ont pris le produit, mais ils l'ont pas acheté. Tant qu'ils n'ont pas le budget qui est voté. Vous pouvez pas continuer dessus? Ah non, on pouvait pas. Ça a été extrêmement compliqué, alors qu'on a continué à travailler un peu là-dessus en disant, imaginons que ça ne se fasse pas. Mais en gros, on a une espèce de statu quo, on peut pas faire grand-chose. On sait qu'ils veulent acheter, mais on ne sait pas à quel prix, puisque ce prix dépend. Alors tu regardes le budget de la NASA, c'est plein de lignes. T'as de la R&D, t'as évidemment du personnel, mais t'as par mission, par type de technologie, de l'entretien de mission qui tourne depuis des années, à un moment. Et donc tu es une ligne parmi tout ça. Et tout ce que tu peux espérer, c'est que l'enveloppe globale qui est demandée par le président des États-Unis, donc à l'époque Barack Obama. T'as eu de la chance, hein. Ouais. Ça puisse. Et voilà, le Congrès dit on prend ce que vous demandez ou plus ou moins. Mais toi, tu peux rien. Tu te présentes pas au Congrès des États-Unis. On bouge toujours. This is Fabrice Desmazeries. I want money. I want to buy the hotel. Bon, à un moment, de façon réaliste, tu n'as aucun contrôle.
Et donc je suis revenu en France, un peu le saut de secret, hein. On peut dire que t'as monté une boîte, mais certainement pas que t'es en discussion avec la NASA. Et j'avais ma nouvelle copine qui était en France, qui est devenue ma femme depuis. Et en disant bah voilà, je peux pas aller là-bas, je suis pas citoyen américain, ou alors je vais là-bas, mais bah j'arrête avec ma chérie, je n'ai pas de garantie de quoi que ce soit. Donc je reviens en France, je trouve un boulot en tant que product manager dans une boîte qui s'appelle SideTrade. C'était un petit peu le seul boulot de product management qui existait à l'époque. Et je travaille parce que j'ai pas le choix. Tout mon argent était investi dans ma boîte. Donc je suis en attente. J'ai mon argent dans une tirelire, je sais pas ce qui va en sortir, mais je peux pas toucher à la tirelire pendant un an. Voilà. Donc j'ai repris directement le boulot. Donc j'ai pas pris de vacances. Et j'ai donné toujours pas prise depuis d'ailleurs. Voilà. Et après cette année, et dès que le budget est voté? Alors le budget est voté donc fin novembre 2014, on touche l'argent début 2015. Donc je peux officiellement l'annoncer en décembre 2014. Et donc je touche, alors on n'a pas vendu ça des centaines de millions de dollars, hein, mais suffisamment pour pouvoir acheter une maison à ma mère, acheter une maison à mon père, investir aussi de l'argent dans des boîtes, investir de l'argent dans des associations ou dans de l'ESS, qui est essentiellement les investissements que je fais aujourd'hui. Je continue à les faire, mais dans l'ESS. Et vous êtes toujours cette composante Toujours, ouais. Depuis petit, on en parlait au début, mais effectivement, il y a eu cette volonté de donner finalement ce que j'ai reçu, d'avoir la chance de ce que j'ai fait, et d'essayer de transmettre, et ce que j'essaie d'ailleurs toujours de faire aujourd'hui. Et si tu veux, j'ai eu la possibilité, parce que, comme dirait un de mes amis, excuse-moi pour l'expression, mais l'avantage d'avoir l'argent, c'est que j'ai là ce qu'on appelle la fuck you money. En gros, je suis resté 2 ans chez SideTrade, à un moment où j'en avais marre, je suis parti faire autre chose, et avec cette volonté potentiellement de dire, le product management en France n'est pas suffisamment connu, qu'est-ce que je peux faire pour le faire plus connaître? Et ça a été ce choix de partir chez Octo Technologies, qui est une boîte de conseil qui a été rachetée par Accenture depuis. Un peu par hasard, parce que j'ai rencontré celui qui est devenu le co-CEO de Vindressing, qui était racheté par Le Bon Coin il y a très peu de temps, et qui m'a dit, moi je m'en vais, mais le product management, j'y crois, et dans une boîte comme Octo, qui est un peu le Vuitton de la tech en France, c'est peut-être là où tu peux faire la différence. Et donc il y avait cette recherche de dire, ok, où est-ce que je peux faire la différence? Comment je peux montrer que faire de meilleurs produits, c'est pas juste faire de la meilleure tech. La tech, c'est le fil avec lequel tu couds, mais c'est pas ça qui fait que derrière que tu vas en faire un succès. Et tu peux faire effectivement du très bon film, faire n'importe quoi avec. C'est pas cet artisanat-là, il faut qu'il soit accompagné d'une compréhension du business design de certaine façon. Et c'est ce que j'ai essayé d'apporter au niveau du product management et que j'essaie toujours de faire aujourd'hui. Est-ce que c'est pas difficile de revenir justement en mode salarié quand on a été entrepreneur et quand on a réussi Oh si déjà parce que rien ne t'y oblige finalement. Non, mais si tu veux, je pourrais repartir remonter une boîte, ça l'a fait 3 fois. Je pense que ma femme en a marre aussi. Tu sais ce que tu perds et jamais ce que tu gagnes, et que aujourd'hui il y a peu de choses qui font du sens pour moi. Je vois beaucoup de startups qui se développent et c'est très bien, il y a aucun jugement dans ce que je dis. Mais effectivement, faire de la food tech ou faire du last mile delivery, oui, ok, je comprends le pourquoi, je comprends que ce soit excitant. J'ai du mal à comprendre concrètement à quel point ça a un impact. Est-ce qu'on n'est pas juste en train de répondre à la paresse des gens, là où au contraire, il faudrait qu'on les motive à faire certains efforts. C'est juste une question de motivation. Donc, ça a peu de sens pour moi. Il n'y a pas grand-chose qui résonne, si tu veux. Donc, soit un jour, je me lèverai avec une idée géniale et je me dirais, c'est ça qu'il faut que je fasse et peut-être que je m'y remettrai. En attendant, je me dis que j'ai un autre rôle à jouer que de remonter moi-même encore une entreprise. Alors, la difficulté, c'est que c'est dur de me manager. Forcément, j'ai pas l'habitude d'être managé. Et donc, je dis ce que je pense. Donc, si tu veux, de temps en temps, ça doit pas être facile d'être mon manager. Toujours jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et puis, c'est une question de caractère et de personnalité, certainement, mais j'ai un petit côté franc-tireur, si tu veux. Et aujourd'hui, j'ai tendance à dire aux gens ce que je pense. Alors, pas de façon de brutale, le but, c'est pas faire du mal. Mais je vais pas dire à quelqu'un ce qu'il a envie d'entendre juste parce qu'il a envie de l'entendre. Donc, je dirais pas à un client, à un partenaire ou n'importe qui, je vais pas lui mentir pour lui faire plaisir. Je vais essayer de mettre les formes en tant que possible. Parfois j'ai du mal, mais je considère que cette franchise, elle est nécessaire. On parle des gens qui passent de radical candor, alors je pète pas jusque là, mais je considère qu'il faut dire aux gens ce qu'ils doivent entendre et pas ce qu'ils ont envie d'entendre. Si effectivement ça peut avoir un impact. Si c'est juste pour te sortir ton sac, autant aller voir un psy, ça sert à rien et tu te feras plus de mal qu'autre chose, mais donc c'est dur de me manager, c'est pas facile, c'est un défi si tu veux, c'est un challenge. Il y a cette partie-là et le fait que j'ai ma propre vision. Donc, en tant que product manager, je vais pas partir tout seul à faire un truc qui n'a aucun intérêt pour l'entreprise, mais j'ai beaucoup de mal à avoir des gens au-dessus de moi qui ne sont pas des visionnaires. Des gens qui sont que des gestionnaires.
Ça m'énerve très vite, surtout quand je vois qu'il y a des choses à faire et que c'est ça qui motive les gens. Donc si tu veux des gens qui se contentent juste de faire et de pas remettre en question, ça marche très bien d'avoir des gestionnaires, et il en faut. Si tu veux des gens qui ont envie de s'arracher pour ta boîte, il faut être visionnaire. Et s'il y a des gens qui sont payés par des actionnaires pour être des gestionnaires, j'ai aucun problème avec ça, mais ça sert à rien avec dans ce genre d'entreprise. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé chez Deezer. D'accord. Deezer, parce que elle a gardé peut-être un esprit de start-up, mais pas vraiment. Il y a eu des gestionnaires et... Le board est un board de gestionnaire et c'est ce que l'actionnaire demande au board. Donc d'une certaine façon, si le board décidait d'être visionnaire, il se ferait virer. C'est pas ce que demande l'actionnaire. À un moment, c'est très réaliste. Ils travaillent pour l'actionnaire, ils travaillent pas pour le salarié, pour les utilisateurs. Donc ils ont été engagés sur une promesse à base d'IPO en 2014 qui a été ratée pour plein de raisons différentes. Mais ce sont des gens de grosses boîtes. Ce sont pas du tout des gens qui ont monté des boîtes. C'est pas des gens de la tech. C'est pas des gens du design. Donc c'est des gens qui sont des gestionnaires, qui sont comme tous ces gestionnaires ex-grosses boîtes, assez forts pour se battre, pour défendre leur territoire politique, mais pas forcément pour aller motiver des troupes, pour avoir des gens qui s'éclatent, pour aller faire émerger l'inattendu et trouver une personnalité qui te permette de créer une préférence de marque de Deezer versus Spotify ou versus Apple Music, et pas d'être bêtement uniquement sur de la promesse fonctionnelle. Les gens n'achètent pas du fonctionnel, ils achètent l'émotion qu'ils vont retirer à l'utilisation d'un produit. Donc soit effectivement, ils vont défendre Burger King par rapport à McDo, Quick par rapport à McDo, parce qu'ils y trouvent quelque chose d'autre, là pourquoi pas, mais si tout le monde fait la même chose, c'est celui qui finalement a les plus grosses équipes avec le produit le mieux fini qui va gagner. Et c'est ce que fait très très bien Spotify. Ou un Apple Music qui, parce que les gens sont déjà dans l'écosystème, ne challenge pas le produit, ils le prennent assez naturellement. Toi t'es Deezer, t'as aucun de ces avantages-là, tu dois te différencier. Chauffeur privé le fait très bien par rapport à un Uber. Ils ont compris que c'était là-dessus qui faisait la différence, c'était sur la marque. Et ça, Deezer l'a toujours malheureusement pas compris. Fabrice, aujourd'hui, t'es évangéliste produit et grosse. En quoi ça consiste? Alors, il fallait me trouver... Chez Tiga, d'ailleurs, excuse-moi, chez Tiga. Alors chez Tiga, on est un cabinet spécialisé en product management, dans le sens où notre but, c'est de faire émerger des nouvelles façons de faire et des nouveaux produits qui touchent plus d'impact. Donc on fait vraiment du business design, dans le sens où on va toujours avoir cette partie comment tisser avec la technologie des produits qui vont être en même temps plus utilisables et aussi plus engageants. Le fait que tu saches ouvrir une porte veut pas dire que tu as forcément envie de l'ouvrir. Nous, on va essayer de faire coïncider les deux. En gros, notre activité, c'est qu'on a 80% de notre chiffre d'affaires, on place des numéros 10 dans des équipes de nos clients. Mais juste pour une saison. Le but, c'est de faire grandir tout le monde. Soit de tacler des problématiques complexes, soit simplement de montrer par l'exemple comment on peut mieux faire. Et ensuite, ils sortent et il faut les remplacer, ou en tout cas, il faut se réorganiser. On a 10% de notre activité qui est plus sur du conseil classique, soit à l'amorçage de nouveaux produits ou de nouveaux marchés, soit sur de l'organisation. Comment s'organiser pour délivrer des meilleurs produits. Et on a 10% qui est sur de la pure formation. Et c'est surtout sur la formation que moi je travaille. Aujourd'hui, j'ai cette envie de transmettre, que j'ai toujours eu, mais que Tiga me laisse faire. C'est-à-dire que je vais autant faire ce que je fais avec toi aujourd'hui, qui est de parler de ce que je fais. Je vais pas en parler en conférence, je vais écrire des articles de blog. Je vais organiser des conférences, dont la point de conférence, et je vais essentiellement faire de la formation. Je fais un peu de coaching à droite à gauche, mais c'est une toute petite part de mon activité. Et l'essentiel, c'est de faire évoluer des formations, en faire émerger des nouvelles, pour que les gens puissent comprendre ce que c'est que le product management, creuser une forme d'expertise en product management, et creuser une expertise en management de product manager, qui sont des choses qui aujourd'hui n'existent pas sur le marché. Fabrice, dans ce podcast, on s'intéresse beaucoup aux produits numériques. Peux-tu nous dire quels sont les facteurs clés pour réussir à créer un produit numérique? Je dirais qu'il y a pour moi 3 facteurs clés. Le premier facteur clé, c'est de savoir est-ce que tu règles vraiment un problème. C'est-à-dire qu'on réglait un problème, c'est de dire que si tu fais un produit qui est 10% mieux qu'un produit concurrent, les gens ont pris des habitudes et qu'ils savent toujours ce qu'ils vont perdre et jamais ce qu'ils vont gagner au changement. Donc de se dire à quel point je résous un problème, à quel point ce problème est important et à quel point les gens vont avoir envie de pousser la porte pour pouvoir rentrer. Parce que le premier risque pour un produit, c'est que personne ne l'utilise. Le deuxième facteur clé, pour moi, il est de comprendre la différence entre faire un produit fonctionnel, c'est-à-dire qu'il y a des fonctionnalités, et comprendre que les gens ont un temps, une attention limitée à te consacrer. Donc il faut qu'ils comprennent rapidement la valeur qu'ils peuvent y trouver. Le troisième élément, c'est cette part d'attention. C'est de comprendre que l'utilisateur investit de l'attention en toi. C'est la seule monnaie universelle, l'attention. Et on se bat tous pour l'attention des utilisateurs. Donc il faut que rapidement, s'ils utilisent ton produit, ils gagnent non pas un retour sur investissement,
investissement pur, mais un retour sur l'attention, l'investissement de leur attention de leur côté. Est-ce qu'ils en tirent de la valeur par rapport à des solutions concurrentes ou alternatives? Par exemple, est-ce que Netflix, en jouant avec ta paresse, a le droit de remplacer des heures de sommeil? C'est une vraie question éthique et qu'aujourd'hui ne se pose pas chez Netflix. Donc il y a vraiment pour moi ces trois éléments-là. Quel problème tu règles? Comment cette attention, tu te dis je suis pas dans du fonctionnel, je suis dans cette notion de donner de la valeur. Et troisième chose, si je donne de la valeur, est-ce qu'elle augmente avec le temps? Et est-ce qu'à un moment je dois pas juste me dire que je dois m'arrêter dans la capacité que j'ai de prendre l'attention de l'utilisateur pour qu'il consacre son attention à autre chose qu'à mon produit? Excellent. Fabrice, tu es le fondateur de la ProductConf. Ouais. Comment tu as eu l'idée de cette conférence et comment s'est passé le démarrage? Alors l'idée, elle a émergé, on a été avec un groupe d'amis et à l'origine, on avait monté le premier meet-up produit à Paris, qui s'appelait Product Tank. Et au début, on avait très peu de gens, on avait 10-20 personnes, ça a grossi avec le temps. Et en début 2016, on se dit c'est quand même dommage qu'il y ait rien à Paris comme grande conférence. Il y en a à Londres, il y en a aux États-Unis, il y en a en Australie, il y a rien chez nous. Et pourtant, on a une façon de faire. Et pourtant, le product management est en train véritablement de naître. Et on se dit pourquoi pas faire une conférence? Pourquoi pas faire quelque chose, une journée entière, qui montre aussi que c'est une vraie profession, c'est pas un hobby, c'est une vraie profession, qu'on a des vraies façons de faire en France, avec des bons exemples d'entreprises, que ça soit un moment pour partager, mais aussi pour justement évangéliser la place de Paris d'abord, c'était d'abord très parisien, et avec cette idée de faire la France, et puis de montrer au niveau européen que la France a une place sur le marché du produit, d'une certaine façon. Et donc, on a monté ça avec nos carnets d'adresses personnels. Et la première édition, on imaginait avoir 150 personnes. On en a eu un peu plus de 200. Et le signal, c'était, il faut continuer. Et puis les gens étaient contents de venir. Et puis les gens payaient. C'est-à-dire qu'à un moment, c'était, oui, les gens considéraient qu'il y avait suffisamment de valeur pour envoyer, pour y aller eux-mêmes, mais pour envoyer potentiellement les gens qui manageaient, pour dire, tiens, tu vas comprendre ce que c'est, ou tu vas te renforcer, tu vas apprendre. Et donc, le pari était tenu. Donc, on a continué en 2017. On a eu un peu plus de 400 personnes. 2018, on a eu 530 personnes parce qu'on ne pouvait pas accueillir plus de personnes dans la salle. Et que cette année, on continue, on sera 750 le 6 juin. Et on privatise le théâtre du Trianon et l'Élysée-Montmartre. On commence à avoir quelque chose qui nous a un peu dépassé, si tu veux. Donc il y aura combien de personnes au maximum là? 750. Donc ça commence à devenir une des vraies grandes conférences mondiales, de façon très artisanale. On est quand même très peu dans l'organisation, mais on a cette chance d'avoir ce carnet d'adresses aussi qui nous permet les uns les autres de connaître tout le monde, de connaître tous les CPO, parce que on se rencontre et puis moi j'essaye de continuer avec certains autres à animer cette communauté de product leaders et que par les formations, par les missions, par les gens qu'on connaît, on arrive à faire du bruit pour dire ça vaut le coup de faire venir des gens qui ne soient pas nous, on n'est jamais sur scène. Le but c'est surtout pas que je parle. Je ne parle pas à mes conférences. C'est une question d'éthique aussi. Je suis là pour essentiellement mettre des gens en lumière et réussir en même temps à permettre aux gens de creuser des choses très opérationnelles, comment être meilleur dans ce que tu fais aujourd'hui, mais aussi de penser autrement à ce qu'ils font. Peut-être ce sera pas de l'actionnable tout de suite sur cette partie-là, mais de réfléchir à, regarde, ces gens-là, par exemple, j'ai un Matti Schneider qui a été un des cofondateurs des startups d'État, elle a fait la même chose en Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que ça veut dire appliquer le produit à l'État? Quelles sont les contraintes qu'on peut imaginer? Et qu'est-ce qui marche ou qui marche pas? Et pour se dire, moi je me plains d'être chez, dans une grande boîte du CAC 40 et je peux pas faire des choses, voilà, avec des contraintes encore plus importantes, ce que les gens ont réussi à faire émerger. Et que ça soit inspirant pour ta façon de faire. Donc on essaie d'avoir des gens qui représentent toute cette diversité-là. Le faire mieux et le faire différemment. Ou penser différemment, en tout cas. On fait venir des gens, là, cette année, on aura le CPO d'une boîte qui s'appelle Fransk, qui est une boîte créée par une Française à la base, mais qui a celui qui a lancé Airbnb Experience. On va avoir le designer qui a redesigné Facebook Messenger. On a des gens de Drivey, par exemple, qui sont des boîtes purement françaises. On va avoir des gens de Aircall, qui sont des gens qui sont purement français. Donc, on va avoir ce mix de French Touch, d'une certaine façon, et en même temps d'inspiration, souvent de Français, qui travaillent, la diaspora, d'une certaine façon, qui travaillent aux États-Unis, qui travaillent en Angleterre, qui travaillent en Allemagne, pour montrer un petit peu aussi ces différences culturelles et comment on peut s'enrichir. D'accord. Est-ce que ça participe au business de Tiga? Pas vraiment. Non, je suis un peu schizophrène en fait. Est-ce que tu le veux pas ou est-ce que ça n'apporte pas forcément de visibilité particulière? C'est pas la valeur de Tiga.
Tiga n'a jamais eu la volonté, et c'est aussi pour ça que j'ai rejoint Tiga, de mettre Tiga en avant à tout prix. Le but de Tiga, c'est de permettre à des gens qui nous rejoignent d'avoir des missions suffisamment variées pour pouvoir grandir en product management, partager, et ensuite de finir par nous quitter et puis aller soit monter leur boîte, soit être head of ou CPO, chief product officer de boîte. C'est-à-dire, pas de rester pendant des années en conseil, et c'est pas non plus de faire une boîte de conseil de 4000 ou 5000 ou 20 000 ou 100 000 personnes. On aimerait être à 100, 120 personnes maximum à Paris. On a une petite antenne en Australie qui commence à grossir. C'est un peu le modèle Octo. Un petit peu, dans l'idée, sauf qu'Octo avait fini à 220 et quelques personnes, et qu'aujourd'hui, avec Accenture, ils sont 500, et qu'ils ont perdu ce côté-là. Mais oui, il y a un peu cette approche-là que moi j'avais apprécié en tant qu'ex-Octo, même si je suis pas resté longtemps, où j'aimais beaucoup cette approche-là. Donc Tiga a pas du tout pour volonté d'aller dire la Product Conférence est un événement Tiga. Même si dans la réalité, énormément de choses sont faites par Tiga, le risque financier est pris par Tiga. Je suis CPO Tiga, donc à un moment, les gens sont pas dupes, c'est évident qu'il y a un lien. Mais quand je parle de la Product Conférence, j'ai ma casquette de cofondateur. Je mettrai pas Tiga en avant en disant c'est Tiga qui fait. Tiga est partenaire d'une certaine façon, presque co-organisateur, plus que sponsor, et que c'est important que les gens comprennent qu'il n'y a pas de confusion à faire. On va pas choisir un speaker parce que c'est un client de Tiga. On va pas choisir un speaker parce qu'on espère faire du business pour Tiga. On choisit des speakers parce qu'on pense qu'ils sont intéressants pour notre audience. Et c'est tout. D'accord. Fabrice, quel est le meilleur canal marketing que vous utilisez pour faire croître la Product Conf d'un côté et Tiga de l'autre? Essentiellement le bouche à oreille. Il y a énormément de bouche à oreille parce que petit à petit, les gens parlent. Les gens, quand ils voient des choses de qualité, ils en parlent. On a vraiment ce canal qui se fait autant sur les deux, la Product Conférence. Aujourd'hui, on a des partenaires, des sponsors qui tapent à notre porte, qui sont des sponsors internationaux. On a des speakers qui sont des speakers internationaux qu'on n'avait pas au début. Parce que ils ont vu la qualité de ce qu'on a fait, parce qu'ils en ont entendu parler, parce qu'il y a des speakers internationaux qui sont venus et qui ont dit j'adore cette conférence, c'est la proximité qu'il y a entre nous speakers et l'audience. Et donc les gens se disent c'est intéressant. Ils ont une façon de faire qui est intéressante. Tiga, c'est pareil. Les succès de Tiga, c'est d'abord les succès de nos clients. Mais les clients en parlent. Et puis il y a des gens qui nous ont eu pour clients, qui ont vu des choses faire par des gens à côté, et qui quand ils vont changer d'entreprise vont dire si je dois tacler un problème produit, c'est à Tiga que je pense en premier. Pareil sur la formation de plus en plus. On a ensuite deux canaux qui sont particuliers. Là du côté Tiga, c'est que Tiga a pris, parce que j'y suis pour rien pour le coup, cette décision de faire beaucoup de livres blancs. Donc on a aujourd'hui 3 livres blancs. On a un livre blanc sur le product management, un livre blanc sur le product growth et un livre blanc sur les organisations produits. On va faire sûrement un 4e cette année. Le but c'était de dire, plutôt que de faire des articles à droite à gauche, on fait un vrai investissement pour avoir un peu une forme de bible, mais en disant, voilà ce qui marche en France, voilà où on en est en France, qui soit actionnable et qui soit partageable, qui soit aussi finalement la possibilité pour des gens qui veulent évangéliser produit dans leur entreprise d'avoir un support qui est engageant et qui marche bien. Et on a en plus de ça une newsletter dans lequel les Tigas partagent les articles, soit qu'on a écrit, moi j'écris des articles et on est quelques-uns à écrire des articles, mais aussi des articles qu'on a vus de l'extérieur et qui nous ont marqués. Et cette veille-là fait aussi, mine de rien, là pas forcément au niveau des managers, mais essentiellement au niveau des gens qui sont product managers et qui, quand leur manager leur dit est-ce que tu connais un cabinet qui sait faire du produit, qui peut nous renforcer, qui pense à Tiga. Moi, ce que j'adore là-dedans, et ce qui est contre-intuitif finalement, c'est plus on se niche, plus on est recherché, plus on gagne de marché, et plus on peut se présenter comme premium finalement, et vendre même plus cher qu'un McKinsey ou autre, parce que on est vraiment spécialisé là-dedans, sans être une grosse structure, etc. Ouais. En fait, on a pris le pas autant chez Tiga que à la Product Conférence de donner. On dit toujours dans les réseaux, faut donner avant de recevoir. On l'a appliqué au niveau corporate. On dit finalement, on est tous des passionnés, on a tous envie que le produit grandisse, même en dehors de Tiga. Dire notre but, c'est pas que tout le monde passe par Tiga, de toute façon, ce serait absolument impossible. Si je fais de la formation, c'est clairement pour former des gens qui vont pas forcément passer par Tiga demain. Le but, c'est de les rendre autonomes et compétents. Donc, si tu veux, il y a ce choix de dire, on donne. On donne, là on a sorti aujourd'hui une étude, la Product Conférence, sur le métier du Product Manager, qui est, ce qu'il fait, qui elle fait, le type de mission qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas, et combien ils sont payés.
Voilà. Le but, c'est pas de faire parler Tiga, parce que c'est la produit conférence, mais c'est de dire, on a ce rôle et presque cette responsabilité, parce qu'on est un point de contact central dans la communauté, de montrer la réalité de la communauté. Et je pense que c'est surtout ça que les gens retiennent, autant pour la produit conférence que pour Tiga, c'est cette forme de partage systématique, sans demande de retour. On n'est pas là pour accumuler des emails et tout ça, c'est pas notre but. L'étude, elle est téléchargeable directement, il n'y a pas de recherche de lead, si tu veux. Et ce qui fait que les gens considèrent que parce qu'on partage tout ça, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller faire du push. Et donc les gens viennent vers nous parce qu'ils disent qu'ils vont retrouver cette qualité-là dans la relation. Et c'est ce qu'on essaie de leur donner. On n'a pas de commerciaux dans ce que les gens pourraient imaginer de négatif. Alors, on a une directrice commerciale qui vient d'être rejointe par quelqu'un et dans lequel on est fier d'avoir cette bonne relation avec nos clients et de dire quand on sait faire ou quand on sait pas faire, quand on va être capable ou pas de staffer. Et éventuellement leur dire, est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est ça dont vous avez besoin? Et peut-être que vous avez besoin d'une mission plus courte, peut-être que vous avez besoin de formation plutôt que d'une mission. Parce qu'on tient à ce que avoir un impact plutôt que juste à faire de l'argent. Et ça, je pense que les gens s'en rendent compte. Donc, ils font appel à nous parce qu'il y a ce côté premium qu'il y a à ça, tout à fait. Si on revenait un peu sur la notion de product manager, product owner, etc., c'est des notions vraiment récentes, ça date pas de très très longtemps, il y a peut-être 6-7 ans, ça existait quasiment pas. Comment le marché a basculé, et même dans les grandes entreprises, on voit de plus en plus ces choses-là. Comment le marché a basculé et qu'est-ce qui a changé par rapport à ce qui existait avant? Est-ce que c'est juste on a changé le titre et puis rebelote, ou est-ce qu'il y a autre chose qui a changé? Je pense que, alors, originellement, tu as finalement deux plaques tectoniques. La plaque tectonique du marketing et la plaque tectonique de l'IT, dans lequel, il faut se le dire, il y a quand même toujours eu beaucoup de friction. Le marketing a une grande tendance, alors ils ont inventé énormément de choses qu'on utilise aujourd'hui, notre titre même de chef de produit, même si on parle de product manager, parce que il y a cette confusion en France entre chef de produit marketing et product manager tech, d'une certaine façon, digital, peu importe comment on l'apporte, mais qui a eu tendance un peu trop à se regarder le nombril pendant longtemps. Avec ce sacro-saint métier et des choses qui étaient plus souvent dans l'intérêt de l'entreprise ou dans des hypothèses qui étaient des hypothèses améliorant le chiffre d'affaires sans forcément aller vers l'impact utilisateur. De l'autre côté, tu avais l'IT qui était souvent vu comme une boîte noire en interne. D'ailleurs, dans un certain nombre de cas, il n'y avait pas vraiment d'IT et c'était de la SS2I. On reste comme les champions mondiaux de la SS2I. Et donc ces deux mondes étaient relativement incompatibles. Et il y a eu cette émergence, alors l'agile a beaucoup fait, mais l'agile n'a pas fait que du bien. Il y a beaucoup de gens qui, alors l'agile, c'est quand même émergé dans fin des années 70, début des années 80. Il a fallu une manifeste agile de 2001 pour que les gens commencent à comprendre que ça avait vraiment un intérêt. Et l'agile a parfois enfermé l'IT. En gros, il y a eu cette position de product owner qui était parfois vu comme une forme de tamis. En gros, l'input était forcément externe. Le but du product owner, c'était de diviser ces éléments en éléments digestes pour les développeurs. Mais on était dans cette vision de make the product right. Faire un produit de qualité, fonctionnel, éviter les bugs, mais pas forcément sur aller remettre en cause côté ce que vous me dites. Profondément, le besoin, il est où? Quel impact on va avoir? L'émergence de tout ce qui est Lean Startup a certainement beaucoup fait pour faire comprendre que finalement, il manquait un rôle central et qu'il fallait arrêter le handover entre la MOE, la MOA, le métier business de gens qui disaient savoir mais qui tiraient les choses vers l'entreprise, et de l'autre côté des développeurs qui on disait écoute t'es gentil, tu fais du code et puis tu challenges personne. Et donc je pense que cette émergence du Lean Startup, de se dire finalement le product management, il faut quelqu'un qui allait orchestrer tout ça. Pas forcément le meilleur en tech ou le meilleur en design ou le meilleur en business, mais quelqu'un qui est capable de prendre les décisions en prenant en compte ces prismes-là. C'est pour ça qu'a émergé cette notion de mini CEO du produit du côté du product manager, qui est parfois critiquée parce que les gens pensent que mini CEO du produit veut dire dictateur. Un CEO dictateur, c'est juste un mauvais CEO. Donc effectivement, un product manager qui pense qu'être CEO c'est dictateur sera un mauvais product manager. À partir du moment où on dit donnez-moi les différentes couleurs, moi je vais les mélanger et je vais aller éclairer le chemin, et c'est ce chemin-là qu'on va prendre pour cette raison-là, alors tu peux avoir un produit qui va viser l'impact et pas simplement la valeur ou pas simplement le succès fonctionnel, et qui va se dire on va designer un business. On va considérer tous les points de contact d'un utilisateur. On va considérer que il y a autant une importance dans le fait d'être fonctionnel que du fait de faire comprendre cette valeur-là. On a toute la partie psychologique dans la partie engagement. Et que plus je vais demander impliquer les développeurs dans la compréhension du problème et dans l'émission de la solution, et plus je vais pouvoir avoir un impact par rapport
au coût que ça va me demander au niveau technologique. Et c'est là que ça a émergé. On a compris que c'était ça qui faisait que les startups américaines fonctionnaient. C'est là où on a vu émerger aussi des entreprises qui ont explosé en termes de croissance et que les gens se sont posé la question de pourquoi on avait été incapable de le faire en France. Pourquoi est-ce que finalement ces grandes SS2I ou ces grandes entreprises s'étaient faites prendre de vitesse par des gens qui étaient tout petits? Et je pense que c'est là que ça a émergé. Cette compréhension a émergé à ce moment-là et que tu vois que le nombre de product managers, si on faisait un lien direct entre le nombre de startups créées, le nombre de levées de fonds, parce que mine de rien, malheureusement, ça reste le modèle numéro 1, et la croissance du nombre de product managers dans les entreprises, à mon avis, t'as une corrélation. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement, il a tellement grossi qu'aujourd'hui, effectivement, tu vas retrouver de plus en plus tôt dans les entreprises des products et même de plus en plus des products qui montent des entreprises, alors que très longtemps, le mythe, c'était le fondateur soit business, soit tech, ou alors un tech qui connaissait un business, parce que c'était pas un produit. Un Zuckerberg est un pur tech, par exemple. Et de l'autre côté, des grandes entreprises dans lesquelles ils ont cette volonté de se dire, on a compris que ce qui faisait la différence, c'était pas que le design, avoir des UX. C'était pas juste faire de l'agile. C'était d'arriver à amener tout ça et à donner un rythme à tous ces gens-là qui soient dirigés par quelqu'un qui va viser l'impact et prendre ses décisions et avoir le poids de ces décisions-là. Et donc, ils ont tous envie. Ils le font pas forcément comme il faut, mais il y a une envie. Donc, des Accor Hôtel, ils se sont transformés en termes d'organisation. Des AXA, on a créé une Product Academy avec eux. Donc, il y a cette volonté de se transformer, non pas simplement par mettre de l'argent dans un fonds d'investissement pour faire de l'innovation en interne, mais aussi dans les rôles des uns et des autres et de créer une alliance finalement entre la partie business, la partie design et la partie tech. Fabrice, quelles sont les prochaines étapes clés de la croissance de la ProductConf? Aujourd'hui, on se pose profondément la question de l'essaimage. On arrive à une taille critique, 750 personnes. On va peut-être pas faire venir à 2000 parce que j'ai pas forcément personnellement la volonté de gérer un événement de cette taille-là. Et on s'est dit, finalement, notre rôle, profondément la mission de Tiga, la mission de la Product Conférence, c'est le partage. Si je prends uniquement la Product Conférence et ma casquette de Product Conférence, je me dis, autant Tiga n'a pas de velléité à aller en région, autant le produit, il est trop parisien. Donc, la Product Conférence, on se pose la question d'aider à faire émerger des groupes en région. De les aider au niveau financier, de les aider au niveau des moyens, parfois même de speakers, des gens qui viennent à la Product Conférence et qui sont dans ces régions-là, pour réussir finalement à amener un essor dans ces régions, de dire le product management, il doit aussi émerger à Lyon, il doit émerger à Bordeaux, il doit émerger à Lille. Il y a plein de gens qui sont product managers dans ces villes, qu'on connaît par réseau, mais il n'y a pas de cristallisation autour d'un mouvement, et on a un peu le même état que ce qu'on avait nous en 2013 à Paris. Donc on se dit, si on peut essayer de reproduire ce succès, pas tellement pour le bien de la Product Conférence, parce que c'est pas ça qui va changer notre équation, mais que c'est notre mission de le faire, alors faisons-le. On va faire la même chose en Espagne cette année. Donc on se dit, le marché espagnol, il est un peu moins mature que le marché français. Il n'y a pas de raison qu'on n'aide pas non plus les product managers espagnols, à grandir, et deux, à montrer à leur hiérarchie que ça vaut le coup de basculer dans ce mindset produit-là. Donc notre évolution, elle est essentiellement sur l'essaimage aujourd'hui. Fabrice, c'est le moment des temps forts. Quel a été le pire moment de ton parcours d'entrepreneur et comment tu as fait pour rebondir? C'est une question difficile. Je dirais que le pire, ça a été l'échec de ma première boîte. Ça a été de penser que tu résolvais un vrai problème, qu'il y avait une vraie valeur, mais simplement que les gens qui étaient les utilisateurs n'étaient pas prêts à ce changement-là. Ça a été extrêmement compliqué. Au niveau personnel et au niveau professionnel. Professionnel parce que je me disais je vais repartir avec rien. Donc de dire qu'est-ce que vous avez fait pendant 1 an et demi, j'ai monté une boîte mais ça n'a rien donné, donc c'est un échec. Et au niveau personnel parce que c'était aussi une fuite. Donc je me retrouvais finalement à la fin de la boîte à me dire qu'est-ce que je vais faire demain? J'en sais rien. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai l'impression d'avoir appris grand chose, c'était faux mais à ce moment-là je me rendais pas compte. Et comment je vais justifier même à moi-même et encore une fois à mon entourage que j'ai investi 1 an et demi de ma vie dans quelque chose qui finalement n'a porté aucun fruit. L'impression de revenir à zéro, si tu veux. Je pense que ça a été le moment le plus difficile de ma carrière, mais que ça m'a aussi permis de creuser énormément la partie expérience utilisateur. Et que je pense que si je n'avais pas creusé à ce point, et je m'étais à ce point posé la question des motivations, tout ça, j'aurais peut-être pas fait InnerCode. Je serais pas devenu product manager, et je n'aurais pas ma vision actuelle de ce métier. À contrario, quel a été le plus beau moment? Je pense que le plus beau moment, ça a été le jour où on a vendu à la NASA.
parce qu'il y avait tous ces espoirs, parce qu'on se disait qu'on avait vraiment créé quelque chose, que ça avait été difficile, que tu passes quand même par des moments où t'es pas loin de la dépression, surtout dans ce genre d'aventure, et de se dire ça y est, il y a quelque chose qui va pouvoir se passer. Ça y est, potentiellement, ce qu'on a imaginé, ce pour quoi on s'est battu va exister et va porter ses fruits et on va potentiellement, je dis pas aller changer le monde, c'est un bien grand mot, mais sait-on jamais, on sait pas ce que ça va donner dans 20 ans. Donc ouais, je pense que ça a été quand même largement le meilleur moment de ma vie professionnelle. D'accord. Fabrice, c'est le moment de l'interview top 5, le livre que tu recommandes. Inspired de Marty Kagan, qui est pour moi la bible du product management. C'est le premier bouquin que je conseille à des gens qui ne connaissent pas le produit ou qui ont envie de mieux le connaître, parce qu'il a une vision assez holistique de ce que c'est que notre métier et que c'est vraiment un bon amorçage pour rentrer dans cette carrière-là. L'entrepreneur que tu suis ou dont t'es fan? Je suis extrêmement fan des Jason Fried et de Ryan Singer. Jason Fried qui est chez Basecamp, les deux fondateurs de Basecamp en fait. Parce qu'ils ont justement réussi à montrer qu'on n'était pas obligé de faire de l'hypercroissance, qu'on pouvait avoir une croissance linéaire sans demander d'argent à l'extérieur, qu'on pouvait rester une petite entreprise et qu'on n'avait pas besoin d'être une entreprise de 5000 personnes, qu'on pouvait tuer des produits si on considérait qu'on créait pas suffisamment de valeur par rapport aux alternatives et que l'important c'était le focus. Et ils continuent à être des poils à gratter dans ce domaine-là et j'adore les poils à gratter. C'est vrai qu'ils sont assez particuliers dans leur approche. Ton outil en ligne préféré? Alors, je vais te dire un truc et en même temps qui va me faire du mal. L'outil que j'utilise le plus aujourd'hui, c'est Slack. Et en même temps, je trouve Slack imparfait comme beaucoup de gens parce que finalement, c'est devenu une excuse à l'inattention. Et beaucoup trop de messages qui se passent sur Slack. Donc en même temps, celui que j'utilise le plus, c'est pas forcément celui que je préfère. Celui que je préfère aujourd'hui, ça peut être bizarre, mais c'est mon application Kindle sur mon téléphone. En fait, je lis énormément et essentiellement pour le boulot. Et le fait de ne pas avoir besoin d'avoir un Kindle dans mon sac et de pouvoir avoir sur mon téléphone, de pouvoir surligner derrière, écrire sur Evernote, prendre des notes pour des articles, pour moi-même, pour mes formations, finalement, c'est ce que je trouve le plus génial. Voilà. Le couple Amazon Kindle et Evernote, c'est un peu mon outil de tous les jours. D'accord. Ton premier conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui? Se poser les questions des motivations. Pourquoi tu veux le faire? Est-ce que tu veux le faire? Et je vais reprendre, excuse-moi, je vais prendre une citation de film. Je fais beaucoup de citations de films. Dans Indiana Jones 3, la dernière croisade, tu as un mec qui représente la confrérie de l'épée cruciforme et qui dit à Indiana Jones: pourquoi cherchez-vous le Graal? Est-ce pour sa gloire ou pour la vôtre? Et il dit: je suis pas là, je suis là pour trouver mon père. Et ce que j'aime bien dans cette phrase, ça paraît un peu bizarre, mais c'est qu'il y a beaucoup de gens qui montent des boîtes soit pour leur gloire, en imaginant devenir riches et autres, soit pour la gloire de leur entreprise. Faire un grand nom qui va faire lever beaucoup d'argent et tout ça, et qui de temps en temps oublie que le vrai besoin, c'est de régler un problème. C'est de régler des problèmes pour des vraies personnes. Et qui vont se gargariser dans des métriques en oubliant que les métriques ne sont qu'une accumulation d'actes individuels. Si effectivement une vraie motivation c'est de régler un problème et que c'est un vrai problème, c'est pas un problème qu'on a imaginé, c'est un problème qu'on est capable de constater, alors pour moi c'est la première bonne brique pour créer quelque chose. Après, est-ce que ça sera du digital ou pas du digital, j'en sais rien. À la limite, la solution est moins importante que trouver le bon problème à régler. Le meilleur investissement que tu as réalisé pour faire croître ton business, ça pourrait être un investissement en termes de temps, de moyens humains, de moyens financiers, un produit ou un service. Meilleur investissement, oh la vache. Si je devais parler d'InnerCode, je dirais que le meilleur investissement que j'ai fait, c'est d'aller rencontrer ce type en Suisse. Ça peut paraître bizarre, mais c'était pas évident qu'on allait rencontrer ce mec-là. Je dirais à un moment, ça a été un hasard total et on s'est beaucoup posé la question de se dire, rencontrer un mec qui entraîne des athlètes au milieu de la neige, bon, ça paraissait un petit peu bizarre, quoi. Ça faisait un peu l'ermite, le vieux du sommet dans Astérix, tu vois, c'est le vénérable du sommet. Et que ça a été peut-être la meilleure décision qu'on ait prise parce que c'est ça qui nous a fait comprendre que notre vraie valeur était sur la prise de décision critique. Voilà, donc 2 billets d'avion. C'est pas cher, hein? Fabrice, merci de nous avoir accordé cette interview. Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Alors essentiellement sur LinkedIn aujourd'hui, vous tapez Fabrice Desmazeries ou je crois Fabrice Produit sur Google et vous trouvez directement mon profil LinkedIn. Ah oui, t'es associé au produit? Oui, parce que je dois être un dessin de Fabrice qui fait du produit. Donc c'est assez facile de me trouver. Ou Product, je crois que les deux fonctionnent. Et sur Twitter, @Desmazeries, DESMAZERY, sur lequel, alors je poste pas forcément hyper souvent, mais je poste qui me marque ou des articles
articles que j'ai écrits, donc je suis pas hyper actif, mais globalement c'est vraiment les deux endroits où me trouver. Après, si vous voulez me voir en conférence, ça arrive que je sois en conférence. Sur YouTube, vous trouvez des conférences de moi, si ça peut vous intéresser. Mais le plus simple, si vous voulez me parler, c'est de me rajouter sur LinkedIn et je serai toujours ravi de discuter avec des entrepreneurs futurs ou actuels. Excellent. Merci Fabrice, à bientôt. Merci. Merci encore à Fabrice pour nous avoir révélé l'entrepreneur qui est en lui. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à l'ensemble des liens et à la retranscription de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'URL suivante, envou.co/19, le chiffre 19. Si vous avez apprécié cet épisode du podcast, je vous invite à laisser une note et un commentaire sur la page iTunes du podcast en vous rendant sur envou.co/iTunes. Vous pouvez aussi écouter tous les épisodes et vous abonner sur votre application de podcast préférée. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'entrepreneur en vous. Et si vous construisez votre propre produit ?